travailles beaucoup vers le français dernièrement, ou c'est plutôt vers le danois et peu de retour? Comment ça se passe? Je travaille presque tous les jours avec le retour. En tout cas, il est programmé. Après, est-ce que les Danois vont prendre la parole? Est-ce que j'aurai l'occasion de me servir de mon retour? Ça, c'est toujours la surprise de la journée. Mais en général, je suis au programme avec le retour presque tous les jours. Et vous aussi, non? Oui, moi, quand je travaille en cabine, oui, très, très fréquemment, oui. Surtout dans des réunions avec beaucoup de langues, dans des régimes travaillant donc avec des régimes linguistiques très larges. Oui, oui, très souvent. Peut-être 1-2 fois par semaine au moins. Mais tu veux dire tu es programmé avec le retour? Programmé et bon, les Portugais tendent à parler leur langue s'ils en ont l'occasion. Enfin, il y a des exceptions. Mais en tout cas, quand je travaillais en cabine, c'était comme ça. C'est l'occasion de pouvoir parler portugais. Peut-être les Slovaques un peu moins. Je sens tout petit peu moins actif, mais comme vous deux, enfin, dans 95% des réunions où je suis affectée, je suis programmée avec le retour. Après, il faut voir si les Slovaques vont parler, effectivement. Combien de temps vont-ils parler? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont dire des choses très simples ou est-ce qu'ils vont faire une présentation? Par contre, il y a un type de réunion où on le fait régulièrement, c'est les conseils des ministres. Donc là, généralement, tous les ministres prennent la parole. Il y a parfois aussi le web streaming, donc l'audience ne se limite pas à la salle, mais on peut avoir d'autres auditeurs. Et là, c'est une situation tout à fait particulière parce que c'est des discours préparés en avance, souvent écrits et lus par la suite. Donc ça, oui, ce sont des réunions un peu cérémonielles aussi. Hein. On connaît à peu près le déroulement et on sait qu'on va être amené à utiliser son retour dans ces circonstances-là. Et vos délégations vous contactent parfois pour vous dire on va faire ceci, on aura cette intervention, oui. Tout à fait. Enfin, pour les conseils des ministres, par exemple, nous on a une boîte fonctionnelle, une boîte email. Il a fallu les éduquer un tout petit peu, donc il a fallu des contacts avec la représentation permanente, avec les ministères. Et donc petit à petit, ils ont pris l'habitude de nous envoyer les discours, surtout pour le conseil des ministres. Là, on les contacte même auparavant pour avoir des discours parce que c'est très important tout de même. Mais bon, de plus en plus souvent, on reçoit les interventions par email, aussi pour d'autres types de réunions. Ce qui est pas mal, ce qui facilite pas mal le travail. Ça, c'est très organisé déjà chez nous. Avec nos ministres danois, c'est beaucoup plus spontané. En général, soit le ministre envoie quelqu'un vers les interprètes avec le document qui sort de l'imprimante, qui vient d'être terminé, ou tout frais, tout chaud, ou alors il nous arrive même, si la personne ne vient pas avec les éléments de parole, il nous arrive même d'aller pas vers le ministre évidemment, mais vers son entourage pour récupérer un document. Mais c'est fou parce que moi, ce que je retiens, surtout de mon époque où je faisais beaucoup de retours, c'est la consec et pas la simultanée. Parce que j'en ai fait beaucoup. Je ne sais pas si vous en faites aussi, parce que bon, moi ça remonte déjà à quelques années, mais j'ai fait beaucoup de consécutifs ici à Bruxelles, donc des réunions d'agriculture par exemple, mais aussi au Portugal pour des missions de contrôle vétérinaire, sanitaire, douanier, tout ça, et aussi en mission donc en Afrique pour des négociations d'accords. Donc moi, ce que je retiens de ma pratique de rhétorique, c'est surtout la consécutive, plutôt que la simultanée. Mais peut-être que les choses vont un peu changer. Pour le Slovaque, ce serait plutôt le contraire. Ouais. Peut-être au début de ma carrière, j'ai fait ce genre de mission vétérinaire ou agricole ou autre, où on fait de la consec, mais pas vraiment de la vraie consec avec prise de notes. Généralement, on accompagne une délégation. J'ai fait aussi pas mal de discours de table au début de ma carrière, mais ça a tendance à disparaître. Ma dernière consec remonte à l'année dernière, c'était lors de la visite de notre président qui a rencontré Jean-Claude Juncker. Donc bon, j'en fais pas beaucoup. Mais quand on les fait, c'est souvent le problème des retours. Hein. Parfois, on ne les fait pas très souvent, mais là, quand l'occasion se présente, il faut... Tout à fait, hein, la consécutive doit être maintenue parce qu'elle surgit comme ça.
de manière tout à fait surprenante. Et en général, c'est pour résoudre un problème très concret, très ponctuel. Parfois urgent, même. Parfois urgent et parfois avec pas mal de tension. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser sa consécutive en jachère, même si c'est vrai que, en ce qui me concerne, j'en fais de moins en moins. Mais j'en ai fait. Et comme tu dis, c'est souvent des petits groupes. Moi, je dirais que la consécutive, ou non, plutôt le retour. Le retour, c'est ce qui permet quand même d'avoir un petit peu de variation dans les réunions, dans les types de réunions, parce que sans le retour, je serais sans doute affectée toujours à des réunions avec un grand régime linguistique. Mais grâce au retour, j'ai fait pas mal de réunions atypiques aussi, jusqu'à aller dans les champs de betteraves pour les mesurer avec des experts. Moi aussi. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait, si vous vouliez depuis le début de votre formation être retouriste et si ça a été vraiment quelque chose de souhaité, retouriste vers le français, s'il y avait une liaison, je ne sais pas, Oui, enfin, moi, dans mon cas, ça s'est fait assez naturellement. J'ai fait des études de français et d'allemand. J'ai fait des études d'interprète à l'université de Bratislava. Et je ne sais pas si je me suis jamais posé la question. C'était plutôt une évolution naturelle. Après avoir fini mes études, j'ai eu plus de clients en français. Et bien évidemment, quand on travaille sur le marché privé, il faut faire le retour. C'est naturel. On ne peut pas l'éviter. C'est différent dans les institutions européennes. Mais bon, sur le marché privé, on fait beaucoup de consécutifs, on fait beaucoup de traductions aussi écrites pour mes clients. Et donc, naturellement, comme j'ai eu toujours plus de clients en français, j'ai commencé à pratiquer le retour dès la fin de mes études. Oui. Moi, je suis arrivée avec un retour en consécutif. J'ai fait une formation en post-graduat de l'interprète, 6 mois de formation spécifique pour devenir interprète après mes études universitaires. Et ça faisait partie du cursus, en fait, d'arriver à faire un retour en consécutif. Et puis, pour moi, c'était une étape logique de passer à une simultanée. C'était une façon relativement facile d'élargir un petit peu ma panoplie. Oui, tout à fait. Alors moi qui n'ai jamais été freelance, moi je dois tout aux institutions, la commission. J'ai fait le stage de la commission et bon, on a estimé que le français avait un potentiel pour devenir langue B. Et en fait, j'ai appris que j'avais un retour en consec après avoir passé et réussi le concours pour devenir fonctionnaire. Et ensuite, j'ai fait des formations. J'ai ajouté un retour en simultané ensuite et une deuxième cabine, donc vers le français. Mais à chaque fois, en étant formé et en suivant des modules de formation. Il faut dire qu'au début, je ne voulais pas forcément travailler aussi vers le français. C'est quelque chose qui m'a été que j'ai été encouragé à faire. Mais j'en suis très content parce que je pense, comme tu dis, que ça a élargi le spectre de mon activité et que ça m'a permis de faire toute une série de réunions que je n'aurais pas faites autrement. Oui, je pense aussi qu'un jour, quand nous serons très vieux, mais ça, c'est très loin. Oui, c'est dans très longtemps, mais je pense que les souvenirs qui vont rester, c'est sûrement toutes ces petites réunions atypiques dans lesquelles on a travaillé grâce à son retour. En tout cas, moi, il y en a une qui va rester éternellement gravée dans ma mémoire. C'est quand j'ai été envoyée pour un Français qui voulait rencontrer quelques journalistes danois. Donc moi, je me dis, bon, ça va être consécutif ou ça va être un petit truc sympa autour d'une table, un peu informel. J'arrive dans la salle et c'est effectivement un monsieur français très important et tout le dont club, on ne va pas dire le nom. Voilà, tout le club de la presse danoise. Et en fait, avec des discours vraiment préparés et très sophistiqués. Moi, là, j'ai eu très très chaud, j'ai eu un grand moment de solitude et puis il faut s'accrocher et il faut le faire. Et ça, je n'oublierai jamais ce jour-là. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il fallait entretenir la consécutive, et je croyais que tu allais dire qu'il fallait entretenir le retour. Le retour, est-ce qu'on l'a comme ça, la langue B? On l'a comme ça et ça reste où il faut l'entretenir, je ne sais pas comment vous faites.
Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que bon, il y a deux choses. Il y a la partie, je dirais, plaisante, celle qu'on aime tous, entretenir la langue. Donc, lire des livres, des journaux, s'informer, regarder des films, voyager, aller dans le pays, etc. Tout cela, on aime bien et ça nous permet d'avoir des ressources suffisantes. Et puis, il y a l'autre côté, c'est d'être capable de les mobiliser en situation où on fait le retour. Et là, c'est encore autre chose, parce qu'on peut avoir un très bon français, on peut ne pas faire de fautes lorsqu'on discute comme ça, tranquillement, mais une fois qu'on est en situation de stress, il faut le dire, c'est pas toujours calme et apaisant, c'est souvent des situations assez stressantes où même les orateurs ont un temps de parole limité, ils ont tendance à lire ou à parler très vite. Et là, on doit être capable de mobiliser toutes ces ressources qu'on a emmagasinées. Donc moi, les deux parties sont très importantes. Donc il faut rester un peu dans la langue. Nous avons la chance de vivre dans un pays francophone, donc ça facilite beaucoup les choses. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi pratiquer le retour. Sinon, on perd cette capacité de transférer ces automatismes. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment pouvoir mobiliser tout ce qu'on a engrangé et il faut avoir un certain nombre d'automatismes parce que sinon l'effort devient insurmontable et du coup la pression devient telle qu'on ne tient pas tout au long d'une carrière. Donc, et là, heureusement, quand on travaille pour les institutions, on n'est pas seul parce qu'il y a moyen de se ressourcer, notamment pendant la période calme, au mois d'août. Il y a des formations qui sont organisées et qui pour moi sont extrêmement bénéfiques. Je reviens de là, je reviens d'une formation comme ça et je suis gonflée à bloc, je suis prête à faire un retour dans toutes les réunions. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'entretient, qui se travaille tout au long de la carrière si on aspire à faire un retour. Oui, c'est vrai que... Mais tu as évoqué quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu fait tilt, le stress. Le stress d'être retouriste. C'est vrai qu'on dit c'est magnifique, on a fait des réunions magnifiques, on travaille vers une deuxième langue, mais il y a un stress aussi derrière tout ça, qui est le stress, qui est lié au fait de travailler vers une langue qui n'est pas ta langue A, qui n'est pas ta langue maternelle, mais c'est aussi très souvent le fait d'être pivot. Parce que ça, on a un peu laissé sous silence, mais c'est un élément important aussi du puzzle, non? Parce que... Je ne sais pas si toi ça t'arrive souvent, mais pour moi ça m'arrive régulièrement d'être ce qu'on appelle pivot unique. C'est-à-dire que nous sommes par exemple deux en cabine slovaque à offrir le retour vers le français. Donc si le délégué slovaque prend la parole, et si c'est mon tour, je fais le retour vers le français. Et les autres cabines me prennent en relais. Donc là, c'est encore, je pense, une spécificité du travail du retouriste dans les institutions. C'est-à-dire qu'on est confronté à plusieurs types de publics et de clients, je dirais. Donc, d'une part, on a le délégué, slovaque, danois, portugais, qui lui a tout à fait le droit d'exiger de nous la précision. Donc, il veut que le message passe, que le discours qu'il a préparé soit vraiment traduit. Parfois même une précision trop littérale, non? Oui, voilà. Parfois, mais bon, ça c'est un autre débat, à quel point on doit être littéraire pour rester précis. Et puis, on a bien évidemment le deuxième type de clients, ce sont les délégations francophones, qui, elles, s'attendent à un français correct, pas trop massacré. Et puis, le troisième groupe de clients, ce sont nos collègues qui me prennent en relais. Et là, pour les collègues, je dois faire un effort pour justement ne pas être trop littéral, pour ne pas me laisser emporter vers des calques ou des constructions trop compliquées ou slovaquisantes, et pour leur donner un message cohérent et clair pour qu'ils puissent travailler. Oui, c'est sûr que si on fait appel à des retours, c'est pour combler un manque. Si moi je travaille du danois en français, c'est justement parce qu'il n'y a pas assez d'interprètes véritablement français qui font le danois. Donc ça comble vraiment un manque au niveau de la programmation des réunions, et ça veut dire que très très souvent on est pivot unique avec son binôme alors
moi aussi, très souvent, je travaille avec un autre retouriste en cabine, et je sais que quand j'ouvre mon micro, j'ai tous les autres interprètes de la salle qui m'écoutent. Donc ça met une certaine pression. Maintenant, justement, dans ce cas-là, on n'est pas tout seul. On a quand même son binôme à côté de soi. Il y a moyen de s'entraider. Je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer le côté stressant ou pression. Justement, je trouve qu'on est bien accompagné. Déjà dans la phase de préparation, parce qu'on a un outil de préparation aux réunions. Pendant la réunion aussi, grâce à la programmation à deux, si on est pivot unique. Donc, ce n'est pas non plus insurmontable. Bon. Enfin, on a toutes les conditions pour réussir un retour. Oui, je pense. Je dois dire que pour le portugais, la pression est quand même un peu moins forte parce qu'on est rarement pivot unique et le portugais est en général couvert. Même si on fait un retour, on est très rarement pivot unique. Donc, et peut-être, bon, cette paire de langues est peut-être un peu moins, correspond peut-être moins à un véritable besoin que pour vos langues. Parce que le portugais est quand même relativement bien couvert dans d'autres unités linguistiques. Bon, nous sommes des retouristes, des excellents retouristes, tous les trois, non? Non? Et c'est quoi un bon retouriste? Et je pense qu'on va devoir y aller. On va terminer notre conversation sur l'idée de savoir ce qu'est un bon retouriste. Ce que nous sommes, quoi. Mais je pense que pour nos collègues qui nous écoutent, un bon retouriste, c'est quelqu'un qui est là chaque fois. C'est quelqu'un qui répond présent chaque fois, qui rassure, qui ouvre son micro tout de suite et qui rassure en prenant simplement la parole, en mettant la machine en route. Après, il faut évidemment que le contenu suive, mais la première chose à faire, je crois, c'est de rassurer les autres interprètes, leur faire comprendre que oui, ça vient. Après, un bon retouriste, c'est la chose qui est facile, je dirais plutôt, c'est qu'on a tout compris. En tant que retouriste, normalement, on a compris tout ce qui est dit. Et il ne reste à le transposer dans la langue voulue, donc dans mon cas en français. Et pour ça, je crois qu'il faut aussi rester simple. Il ne faut pas se prendre dans mon cas, il ne faut pas que je me prenne pour une Française, il ne faut pas essayer de faire des figures artistiques, il faut rester assez simple et essayer de, justement, juste relayer le message, bien sûr, avec autant de nuances que possible, mais sans en faire trop. Il ne faut pas se prendre pour un Français. Tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord, parce que bon, souvent on se pose la question, est-ce qu'on veut être pris pour un Français ou pour une Française, ce qui, dans mon cas, par exemple, serait impossible parce que l'accent me trahit tout de suite. Voilà. Mais bon, je ne pense pas que ça doive être l'ambition d'un retouriste. Mon ambition, c'est d'avoir un français, je dirais, efficace. Donc, je dois maîtriser la langue à un niveau qui me permet de l'utiliser le plus efficacement possible. Et je suis tout à fait d'accord avec Karen, un bon retouriste, c'est avant tout un bon interprète, c'est-à-dire un interprète qui reste calme, qui rassure son public, ses clients. Donc le client, celui qui parle, a confiance en moi et les collègues qui me prennent en relais ont confiance. Oui, je trouve que tu as raison sur l'efficacité en fait. C'est vers ça qu'il faut tendre. Et après, en essayant, ça ne peut pas faire de mal que ça soit joli en même temps, mais ce n'est pas ce n'est pas l'essentiel. Donc un bon retouriste, c'est pas forcément quelqu'un qui parle très bien la supposée langue B. C'est un très bon interprète qui est sûr de sa technique et qui sait vraiment la mobiliser au moment de travailler avec sa langue B. Je suis assez d'accord. Tout est dit. C'est la conclusion. Hello, my name is Claude Durand.